Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review des 2 premiers épisodes de la saison 2 de Dan Dadan. Oui, je la fais avec un peu de retard parce que, comme d'habitude, chaque fois que je prends un peu de vacances, c'est là que les nouvelles séries et vos animés débarquent. Du coup, je commence avec du retard, donc on va review les 2 épisodes d'un coup. D'un seul, Dan Dadan, c'était l'animé qui a fait un peu, à la base, le ramdam en début d'année dernière, en début d'année de cette année, non, début d'année de cette année. Hein, il me semble que la première saison est sortie en janvier, si j'ai pas de bêtises, ou en octobre de l'année dernière. Je sais plus. En tout cas, la saison 1 avait fait sensation avec son opening, avec ses séquences d'animation très très stylées. J'avais prévu à la base de faire un menu manga dessus, j'ai même commencé à l'écrire. Mais quand j'ai vu les stats pour Sakamoto Day, j'ai fait bon, on va peut-être attendre, on le fera plus tard. Hein, voilà, bref. Donc je suis rentré de vacances, j'ai pu regarder les 2 épisodes sortis sur Netflix, et force est de constater que ça démarre sur les chapeaux de roue, de très bons épisodes. Bon alors j'ai été un petit peu surpris en lançant le premier épisode qu'il n'y avait pas vraiment il n'y a pas eu de résumé. Voilà, très souvent dans les animés comme ça, on commence une nouvelle saison, il y a un petit récap, hein, de ce qui s'est passé avant. Là, non, on commence direct dans l'action. Tu vois, faut vraiment se souvenir. Tu vois Momo dans le bain public avec un vieux qui l'approche avec une tête bizarre. Tu dis oula, elle est bizarre l'ambiance. Pourquoi on commence là-dessus? Mais oui, ça reprend exactement là où ça s'était arrêté. Donc, faut vraiment avoir le truc en tête pour bien raccrocher les wagons. Bref, alors j'ai vu que cette scène-là avait dérangé encore une fois. Parce qu'il y a un truc vraiment bon, tu vas me dire c'est le but. Toi tu as des hommes d'âge mûr, en calbar, enfin à poil, en train d'encercler une jeune fille frêle et innocente dans un bain public. Tu te dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ambiance?» Il y en a que ça met mal à l'aise et tout. Bon, c'est le but, hein, c'est le principe. Le registre de Dan Dadan. Bon, il y a la comédie romantique, il y a le côté neketsuesque, mais bon, ça reste quand même l'horreur, même l'épouvante, j'ai envie de te dire. Donc c'est normal que les mecs sont censés représenter un danger, sont censés être étranges, bizarres. Donc il faut qu'on ait peur, il faut qu'on soit mal à l'aise. Et ça fonctionne très très bien. Alors je dis pas que c'est bien, mais bon, si t'aimes pas ce genre de scène, faut mieux pas regarder, parce que t'es pas, enfin, si t'aimes pas. Je dis pas que j'aime bien ce genre de scène, c'est pas ce que je dis. Mais si ça te met vraiment trop mal à l'aise, il faut juste pas regarder ce genre d'animé, parce que c'est le but en fait, d'être mal à l'aise et d'avoir peur. C'est dans le registre. Voilà. Si encore c'était tourné à la blague, je comprendrais, mais là c'est vraiment fait pour ça. Il y a pas de, c'est pas mis de manière, c'est pas du voyeurisme. C'est vraiment fait pour qu'on soit mal à l'aise, si tu veux. Bref, donc cette scène est plutôt réussie pour instaurer un climat malsain, étrange, effrayant au sein de ce petit village paumé avec ses sources thermales et tout. Pareil avec les propriétaires de la maison de Gigi, où tu dis mais c'est quoi ces mecs, ils ont des gueules bizarres, des teints bizarres. Dans le manga, c'est montré ce qu'ils ont un trait vraiment très différent des autres personnages dans le manga. Là, ils l'ont fait, mais ils ont aussi utilisé les couleurs. Tu sais, ils ont des yeux jaunes brillants et tout, gris. Tout de suite, tu dis, ah, c'est peut-être pas que des humains, ils sont bizarres. Ils ont l'air un peu rances, un peu moisis. Tu te demandes, c'est des humains, c'est des zombies, c'est des monstres. C'est plus ou moins c'est plus ou moins implicitement dit que c'est des gens très très âgés, parce que notamment la vieille, on la voit déjà plusieurs centaines d'années en avant sacrifier les gamins. Donc voilà, le côté, bah, il y a quand même un petit côté loufoque, un peu ridicule quand même, mais il y a un côté malsain, effrayant aussi qui prédomine et qui est plutôt bien conçu, bien fait. J'aime bien le délire, voilà, réellement. Ça arrive à jongler entre les différents aspects de l'histoire, mais sans que les aspects s'annulent entre eux. C'est-à-dire qu'on reste toujours plus ou moins dans ce délire un peu épouvante, un peu horreur. En même temps, il y a un peu de comédie, et en même temps, il y a de l'aventure épique, et en même temps, il y a du combat, tu vois, et du côté un peu comédie romantique. C'est bien, c'est équilibré, j'aime bien. Voilà, je trouve ça chouette. Oui. Ensuite, on a la révélation, enfin en tout cas une partie de la révélation du mystère qui entoure ce village et la maison de Gigi et pourquoi ses parents
sont à l'hôpital, sont à l'hosto, tout faible et tout, et qui se retrouve à vivre tout seul et qu'il a besoin d'un médium pour essayer de le sauver. Bon, on savait déjà qu'il était plus ou moins hanté par un esprit, hein, avec une tête bizarre, là on l'avait déjà vu en fin de saison 1, saison 1, et on est en train de se dire, mais est-ce que c'est la cause des problèmes et tout? Et là, on découvre en fait que non, c'est pas la cause des problèmes, c'est la cause qui fait qu'il a pas subi les problèmes. En fait, j'ai bien aimé ce plot twist-là, parce que là, on a clairement dans un épisode de cryptide contre fantôme, hein, ou yokai, ce qu'on avait déjà vu en saison 1 d'ailleurs. Donc t'as le cryptide, j'ai oublié le nom du ver, de ver des sables géants, un peu façon dune. Donc on a le ver des sables géants qui a élu domicile sous le village et qui est nourri par, grâce à des sacrifices, par les habitants qui ont décidé de le vénérer tel un dieu. Alors que c'est pas un dieu, a priori c'est juste une espèce de bestiole qui envoie des ondes qui forcent les gens à s'auto-terminer. Ah, j'ai le mot en S est mal vu par YouTube, donc je dis ça. À se foutre en l'air. Voilà, ça c'est assez intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que quand tu mets en perspective avec le flashback de l'esprit qui s'appelle l'œil maléfique, qui est un esprit qui a une histoire absolument tragique, comme tous les esprits qu'on a vus jusqu'à présent, en tout cas dans Dan Dadan. Il me semble que plus loin dans le manga, on a des esprits qui sont vraiment 100% maléfiques, mais on verra ça après. Donc là, l'histoire, c'est que c'est un gamin, a priori un orphelin, qui a été capturé par le clan, qui a été laissé pourrir au fond d'une cave et qui a été sacrifié au volcan dans un premier temps pour apaiser le volcan ou je sais pas quoi. Et de sacrifice au volcan, on est passé à sacrifice au ver, si j'ai bien compris. Et donc le gamin, tout ce qu'il voulait, c'était jouer et tout. Donc l'histoire est super triste encore une fois. Et on passe du tragique à l'horrible. C'est-à-dire que le gars revient en fantôme et tout. Il n'y a que les enfants qui peuvent le voir. Il veut jouer. Les gosses, soit ils comprennent pas ce qu'ils voient. Et du coup, les parents après, ils se foutent en l'air. Et tu dis putain, c'est la faute du fantôme en fait. Et après, tu comprends qu'en fait, non, c'est pas la faute du fantôme. Si seuls les enfants ont survécu, c'est parce qu'ils avaient vu le fantôme et que le fantôme le protégeait, en fait. Et donc, il prenait tout le gars est une victime, à la base, et on lui met tous les mots sur la tronche. Genre, mais oh, c'est de ma faute si les gens meurent. En fait, il finit par comprendre lui-même que c'est pas de sa faute, et que les gens qu'il a protégés se faisaient quand même sacrifier juste derrière. C'est terrible, mais l'histoire, elle est atroce, en fait. C'est vraiment horrible. Je pense qu'elle est encore plus horrible que l'histoire avec la meuf qui était danseuse et qui s'est fait enlever sa fille. Bon, là, il y avait le côté, c'était une histoire un peu plus actuelle. Là, ça parlait d'une mère et de sa fille, donc on était un peu plus dans le... Puis il y avait la musique et tout, la maison, on était vraiment plus dans l'émotion et le tragique. Là, on est dans l'horrible, en fait. Très clairement, c'est une histoire de fantôme horrible. Le pauvre fantôme, il a rien demandé à personne. Et il finit par devenir un mauvais esprit pour protéger, en fait, les enfants. Sachant que ça marche pas forcément, et du coup, même, il a fusionné avec le gosse pour donner ce truc bizarre qui sourit, qui veut jouer et tout. Et le pauvre Gigi qui fait ah, en fait, tu m'as protégé tout ce temps. Parce que, en fait, ça revient. L'histoire, c'est ça qui est bien écrit. C'est que l'histoire de Gigi, finalement, par rapport à ce fantôme, fait écho à l'histoire du fantôme. C'est-à-dire que Gigi était persuadé que c'était de sa faute à lui si ses parents avaient tourné dingue. Et qui se retrouvait tout seul et tout, et malgré tout, il restait en train de faire rire les gens, il restait joyeux et tout, pour faire la façade, et il se rend compte que le fantôme est un peu pareil. Il essaye de sourire et tout, mais en fait, il va pas, il est en colère, il est triste, il est très très malheureux, parce qu'il a jamais pu jouer, et qu'en plus, bah, tous les gosses qu'il a essayé de protéger, en fait, finissaient sacrifiés, et en plus, on lui mettait tout sur le dos aussi. Et du coup, les deux se pardonnent mutuellement quelque part. Mais ça, c'est la première partie. C'est-à-dire, le Gigi, il arrive, fait « Ah, tu veux jouer ? Bah, je vais jouer avec toi autant que tu veux, il n'y a pas de problème. » Du coup, le fantôme prend possession de Gigi, et bim. Et là, il est complètement maléfique, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu te dis, bah, peut-être que c'est trop tard pour le sauver. Et ça devient d'autant plus tragique de devenir un méchant qui avait pas envie d'être un méchant, et qui finalement est un méchant quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Donc oui, l'œil maléfique est maléfique, mais il n'est pas... Alors c'est paradoxal comment je vais le formuler, mais il n'est pas mal intentionné. C'est-à-dire que c'est une réaction à la souffrance qu'il a vécue. Si tu veux, genre, hey, je vais détruire tous les humains, de toute façon,
Et les autres esprits, je vais tout détruire en fait, c'est bon, j'ai trop souffert, vous allez tous morfler. Donc c'est assez tragique finalement. Évidemment, le chara-design est incroyable, voilà, ça c'est une des grandes forces de Dan Dadan, hein. Le dessin en manga, franchement lisez le manga parce que visuellement c'est une dinguerie. L'animé réussit à lui rendre honneur, mais le manga est incroyable en termes de dessin. Le chara-design est trop bien. On dirait un méchant de DBZ, trop stylé. Voilà, c'est pas un méchant, mais t'as l'impression que c'est un méchant trop stylé. J'ai bien aimé le côté, vas-y, j'utilise toute la souffrance des victimes, j'en fais un ballon de foot, parce que finalement, c'est aussi un petit peu, c'est là qu'il y a une subtilité, c'est peut-être aussi un petit peu le Gigi qui s'exprime à travers cette possession, parce que qu'est-ce qu'il fait? Ben, il joue au foot, et on sait que c'est un fan de foot. Je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, j'ai pas compris pourquoi elle était en slip, par contre. Là, on est un peu, est-ce qu'on n'est pas un peu sur du fan service? Hein, parce que le gars, franchement, il est gaulé de fou, tu vois. Tu te dis, bon, est-ce que c'est pas un peu de notre fan service avec son gros paquet, là, en train de taper dans le ballon? Bon, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Quand tu vois la grand-mère, tu dis, bon, ouais, il en faut pour tous les goûts. Donc, et puis le moment, encore une fois, c'est un classique. Tu vois Momo qui se fait défoncer et tout. Et puis, bim il y a, comment il s'appelle? Okarun qui arrive transformé, laisse Momo tranquille au dernier moment, tu fais ah, c'est le coup classique, sachant toute la symbolique qu'il y a derrière, il y a le côté ces deux rivaux amoureux qui se disputent, les beaux yeux de Momo, ils vont se foutre sur la gueule avec leurs démons respectifs, enfin leurs yokai, voilà, c'est stylé, et puis l'épisode se termine là-dessus, tu fais ah, t'as envie d'en voir plus, vraiment ça a fonctionné. J'ai bien aimé aussi toute la phase où tu vois Gigi qui essaie de les protéger, parce qu'à cause des ondes du verre, et ils essayent de se foutre en l'air tout le temps, et puis il fait non, vas-y, arrêtez vos conneries et tout. Il y a, comment dirais-je, il y a un sentiment d'étrange avant la révélation du verre, mais une fois qu'il y a la révélation du verre, on est encore dans un espèce de délire horrifique plus bizarre. Et après, on rajoute à ça le côté fantôme derrière, donc c'est un mélange des genres qui fonctionne super bien, je trouve. On est toujours sous pression en fait. Voilà, là il y a un cryptide bizarre, tu dis qu'est-ce que c'est un extraterrestre, c'est quoi, on sait pas. Et boum, hop, il y a un méga fantôme avec un méga flashback de fou, avec une histoire de fou, qui arrive et en fait se protéger contre le verre des sables de dune. Et vas-y, ça a une transformation qui fait des boules d'énergie avec des ballons de foot. Tu te dis, ça devrait pas marcher en fait. Et ça fonctionne. Pourtant, ça fonctionne, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue avec Dan Dadan. Ça mélange des trucs qui devraient pas fonctionner, mais ça le fait bien. Voilà. Donc j'ai hâte du prochain épisode qui risque d'être assez pyrotechnique. Là, on va avoir de la belle animation, de la scène d'action de fou, avec évidemment son lot d'émotions aussi. Voilà, donc cette seconde saison commence très très bien. Voilà, petit avis rapide aussi sur le nouvel opening, qui est très cool, mais il faut avouer qu'il est moins marquant que le premier. Voilà, le premier était un peu plus marquant pour le coup, mais quand même, il est plutôt sympa. Il y a de bonnes idées dedans, le côté de voir tout vers les yeux d'Okarun et qu'il voit de la couleur que quand il voit Momo. Voilà, c'est mignon tout plein. Voilà, Landing, j'ai pas eu le temps de le voir parce que ça passe sur Netflix tout seul et j'avais les mains prises. À ne pas sortir son contexte, hein, je donnais le biberon à mon gosse. Voilà. Voilà. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces 2 premiers épisodes. Franchement, hâte de découvrir cette saison, d'en parler en votre compagnie si ça vous intéresse. Hein. N'hésitez pas pour cela à mettre du pouce bleu, à mettre du commentaire pour me dire « Oui, chef, on veut que tu en parles chaque semaine. » Voilà. Merci de m'avoir écouté. On se revoit pour Gachiakuta très prochainement, peut-être pas aujourd'hui, c'est sûrement demain. Voilà. Gachiakuta aussi, il faut qu'on en parle. J'avais prévu d'en parler en menu manga aussi, mais encore une fois, je sais que ça va bider, donc on va plutôt faire des reviews de l'anime maintenant qui sort. Et puis voilà. Bref, que la passion vous guide. Je vous rappelle qu'Isekai'Ra tome 2 est toujours en précommande. Le lien est en description. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.